Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live4You. Qu'est-ce qu'est Live4You ? C'est un podcast produit dans le cadre du projet Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, sportifs ou même des entrepreneurs, bref, des personnes qui ont réalisé des choses dans leur passion et parfois en dehors des normes afin de connaître leur rapport à la vie et t'inspirer et t'encourager à faire de même dans la tienne. Avec Hugo, nous sommes allés à la rencontre de Maximilien Minsk qui nous a reçus dans son atelier au sein d'Art My Friends à Annecy. Maximilien est un artiste plasticien, touchant à la fois au dessin, à la peinture ou à la broderie, ou encore comme actuellement à la 3D. Il a déjà eu l'occasion d'exposer notamment à New York, Shanghai ou Paris, et bien entendu à Annecy et ses alentours, même, comme il le dit, il n'est pas à la recherche d'expositions à tout prix dans tous les sens du terme. Dans ce premier podcast, nous allons découvrir le chemin qui l'a mené à l'art alors qu'il n'y était pas du tout prédestiné, les pressions auxquelles il a dû faire face et ce qu'il souhaite exprimer à travers sa pratique. Vous pouvez contacter Maximilien et le suivre via son compte Instagram en tapant Maximilien Minsk, tout simplement dans la barre de recherche d'Instagram, et ainsi découvrir ses œuvres, mais je mettrai un lien dans les notes du podcast. Ce podcast est aussi l'occasion pour nous de parler de Suicide Écoute, association avec laquelle nous sommes partenaires via Since Nothing. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle. La cinquantaine de bénévoles formés à l'écoute qui la composent répondent annuellement à près de 20 000 appels. Les personnes en détresse ou mal-être, leur entourage, mais aussi les professionnels de santé, police, journalistes ou sociaux peuvent joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00. Tu pourras trouver un lien vers leur site internet dans les notes sur live4you.fr. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Maximilien. Vous avez plus de 26 ans, le sens de l'écoute, le bénévolat vous intéresse ? Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne ? Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr. Bonjour Maximilien. Bonjour Pierre, bonjour Hugo. On avait une première question du coup à te poser. C'est vrai que en préparant cet entretien, on a regardé un peu, on a lu des articles et on a vu qu'au début tu te prédestinais à la biochimie. Je crois même que c'était une de tes passions. Ah oui, la première passion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on te retrouve dans le milieu de l'art au final ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça c'est une bonne question. C'est un rêve. Et je travaillais chez Dassault, laboratoire de traitement thermique, et je faisais ma thèse en biochimie cellulaire. Et je vivais une période pas forcément facile. Je faisais une adolescence un petit peu à retard, on va dire. Et là, ça m'a une année un peu charnière dans ma vie, autour de 24-25 ans. Et j'ai décidé quasiment du jour au lendemain, après un rêve, effectivement, où j'ai vu des milliers d'images qui me sont arrivées dessus. Et je me suis dit, le matin, en me réveillant, j'ai dit, mais ces images, il faut que je les fasse. D'une manière ou d'une autre, il faut que je les sorte, il faut que je les dessine, que je les peigne. Et j'ai commencé, alors que j'avais jamais pris de cours, puisque moi, ma passion, vraiment, c'était la chimie. Donc je faisais exploser la maison régulièrement. Donc c'était vraiment pas du tout quelque chose auquel je me prédestinais. Et voilà, et à partir de 24-25 ans, j'ai commencé à dessiner. Alors au début, j'essayais, je me lançais sur la feuille blanche comme ça, avec de la mine de plomb, du crayon papier. Et petit à petit, j'ai réussi c'est venu, au fur et à mesure, avec la pugnacité, le travail. Il y a beaucoup de ratés, évidemment. Et du coup, tu as voulu arrêter la chimie parce que ça en fait plus oui, j'étais un peu peut-être naïf, candide ou plein d'illusions. Moi, la chimie, c'était vraiment une passion. J'adorais être dans les laboratoires, utiliser la matière, la tordre, l'étudier. En plus, quelque part, les laboratoires de traitement thermique, c'est presque alchimique, puisqu'on transforme des bains pour que les pièces se couvrent d'or. Donc il y a vraiment quelque chose de l'alchimie
On arrivait, je travaillais pour protéger les moteurs, en fait, on les couvre d'or dans les vannes galvanoplastique. Et donc ça, c'était ma passion. C'est vrai que c'était vraiment tout ce qui était biochimie, la matière, c'était ma passion. Mais depuis que j'ai les premiers souvenirs. Et après ça, le milieu industriel, le milieu des sociétés, c'était pas fait pour moi. Pas fait pour être un magnat de l'industrie. En tout cas travailler dans l'industrie ou dans des grandes sociétés, parce que ça ne me correspondait pas. J'étais peut-être déjà un peu trop poète et un peu à côté, on va dire, un peu décalé par rapport au monde. Et là, il faut être vraiment dans le monde et faire la course des rats. Du coup, comme tu dis que c'était une passion qui remonte quand même à plusieurs années, en fait, j'imagine que tu t'imaginais vraiment travailler dans ce milieu, et du coup de prendre la décision de complètement se réorienter, en fait, quelque part, ça n'a pas été difficile, c'était... c'est très violent. C'est très violent. Bon, il faut savoir aussi que j'avais une fin d'adolescence compliquée. Le gamin qui n'a jamais de problème, et puis en fait tous les problèmes arrivent d'un coup. C'était à 17-18 ans. Donc c'était quand même, j'étais en lutte. J'étais quand même j'étais pas très très bien. Oui, c'est une violence, mais là c'était inéluctable. Ce rêve était tellement fort, et puis je me rendais compte, certainement de façon inconsciente, je me le rendais pas vraiment compte en vrai, que ça ne me correspondait de moins en moins, ce milieu dans lequel j'évoluais. Et peut-être le rêve était une sorte de cassure, une alarme de mon conscient pour me dire non, c'est pas possible, c'est-à-dire il faut que tu fasses autre chose. Donc oui, ça a été très difficile, notamment par rapport à ma famille, et puis difficile pour moi-même aussi, parce que ça remet tout en question. Tu te rends compte, t'as 24, t'as à peu près 24-25 ans, et a priori, il y a eu un philum relativement tranquille, et soudain, en fait, à cet âge-là, tu remets tout en question. C'est compliqué, c'est que c'est presque, quand c'est une passion qui vient presque depuis l'enfance, et puis que on se rend compte que ça ne correspond plus forcément à ce qu'on va faire, c'est presque aussi une perte de son identité. C'est quelque chose qui nous caractérise encore à un moment donné. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Effectivement, il y a un moment de... tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu aimes vraiment. Alors, la seule différence, c'est que j'avais compris que c'était le milieu. C'est l'industrie, c'est ces grandes boîtes, ces grandes sociétés, les industries, etc. J'étais pas fait pour évoluer là-dedans, parce que c'est quand même dur, c'est quelque chose de très particulier. Il faut avoir des bonnes applications, et je ne devais pas les avoir à l'époque. En revanche, la recherche et puis le travail de la matière, ça je l'ai toujours. Et avec la peinture, c'est sous une autre forme. D'avoir les mains un peu dans le cambouis, ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça a peut-être changé effectivement d'orientation, mais au fond les basiques sont là, quoi. Le rapport à la matière, à la texture, et ça m'aide beaucoup, notamment pour certaines œuvres, où je savais qu'en mettant tel acide ou telle base sur tel métal, où je savais que j'allais avoir tel résultat, l'oxydation, etc. Tu t'es servi en fait de ce que tu avais quand même appris, et puis Et tu disais que ça avait été compliqué aussi au niveau de ta famille. Oui. Mais c'était plus quoi? C'était parce que tu dis, bon, je vais faire des études dans la biochimie, j'ai trouvé un travail, ça promet une espèce de stabilité dans sa vie. C'était plutôt vis-à-vis de ça, et de se dire, je vais aller dans un milieu artistique qui est presque l'inverse, quoi. C'est moins stable, on va dire. Oui, alors, je pense que les parents, c'est un peu normal, ils veulent que leur enfant il aille bien, a priori, quoi. Et qu'ils se retrouvent dans un milieu où il va pouvoir gagner un peu d'argent, une stabilité, etc. Oui, pour eux, ça a été un coup dur, surtout qu'eux viennent aussi de ce milieu-là. Donc, quelque part, il y a une rupture un peu aussi familiale. J'ai pas mal de... dans la famille, c'est vraiment ce milieu de l'aéronautique. Donc, oui, il y a une rupture. De fait, il y a une rupture. Donc, ça a été compliqué. On s'est fâchés. C'était un peu la rébellion. Et à l'époque, j'avais un studio à Grenoble. On va dire, j'ai eu 9 mois quasi à la rue.
C'est vraiment 9 mois en plus, c'est ça qui est drôle, donc c'est quand même une gestation. Ouais, Quelque part. ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis donc elle arrive, voilà, un peu entre deux eaux. Je n'avais pas dans l'optique d'aller dans le milieu artistique. Disons que ce qui s'est passé, c'est que le travail, les images, c'était pour moi une façon d'exprimer un mal-être et qui a explosé, on va dire, quand je devais avoir 18 ans. Et bon, après, le train-train quotidien, les études, etc., ça a tenu. J'ai un peu mis de côté ce malaise. Et effectivement, avec des tentatives de suicide à l'époque. Donc il y avait quand même quelque chose qui était en germe. Et le fait d'un coup de couper court, de changer complètement, avec ces 9 mois entre deux, je me suis dit, le dessin va me permettre de comprendre pourquoi je suis si mal. Donc c'était plus quelque chose de thérapeutique que de vouloir intégrer un autre milieu artistique. Au début, tu n'as même pas pensé en fait à faire de. C'était pas l'histoire de faire de l'art, c'était vraiment. C'était vraiment sortir, tu sais, excréter des choses que tu comprends pas. Et du coup, je me suis dit, par ce biais-là, peut-être, en tout cas, je le sors. Donc, c'était les premiers dessins en noir et blanc, très durs, un peu gothique, un peu baroque. Là, je lâchais. Donc, en fait, j'ai fait une crise, ce qu'on peut dire, beaucoup font des crises d'adolescence à 15, 16, 17, 18 ans. Moi, je l'ai fait plus tard, voilà, à 25 ans et à la fin de mes études. Donc, j'avais peut-être déjà une petite distanciation par rapport à ce qui m'arrivait. Quand tu es en pleine crise d'adolescence, tu es à fond dedans, tu te rends peut-être pas forcément compte, tu n'as pas de recul. Sauf que là, à 25 ans, tu as un peu plus de recul. Donc, oui, voilà, il y a eu ce temps de gestation pour m'aider à comprendre. Et puis, j'allais dire de fil en aiguille. Mais en tout cas, avec le dessin, petit à petit, ouais, je me suis dit, j'avais du contenu. J'avais des choses, j'avais des dessins, j'avais des images qui étaient créées, qui étaient fabriquées. Et puis un jour, on m'a dit, pourquoi tu les exposes pas? Mais c'est ça qui est vachement intéressant du coup, c'est vraiment, le but, c'est, pour toi, c'était vraiment de produire pour toi, donc Oui. c'était vraiment. Et c'est toujours le cas. Ouais, mais c'est ça qui est vachement important, et c'est qu'il n'y avait pas cette optique-là de. Oui, je fais ça pour m'afficher ou pour faire machin, c'était vraiment. Non, alors vraiment non. C'est voilà, vraiment une façon c'est une thérapie. Ouais, c'est l'art-thérapie, on va dire. Et même encore maintenant. C'est-à-dire que je suis très paresseux en ce qui concerne les recherches d'exposition et de lieux culturels. Mais c'est parce que j'en ai pas spécifiquement envie. J'ai eu la chance de rencontrer Camille Renaudin pour Art by Friends. Ça fait très longtemps qu'on se connaît aussi, et puis le lieu Art by Friends s'est monté, et maintenant j'y suis. Donc j'ai mon petit atelier, et l'opportunité, j'ai eu en 2017 l'opportunité notamment de faire l'expo ici. Mais voilà, c'est plus une façon d'exprimer quelque chose qui m'est propre, qui peut m'angoisser, qui me questionne, qui m'interroge. Plutôt que d'aller faire le barbeau dans les galeries ou dans le milieu culturel. Si j'ai quitté, en fait, c'est les milieux qui m'intéressent. J'ai pas envie je voulais pas être dans le milieu de l'industrie aéronautique, je voulais pas être dans le milieu de la biochimie, et c'est pas pour retourner dans un milieu d'artistes. Mais c'est vrai que nous, c'est un peu ce qu'on a connu avec notre premier projet entrepreneurial, où on se retrouvait dans un milieu purement entrepreneurial, avec toutes les normes que ça comporte. Qui sont oppressants en fait. Oui. Où il y a beaucoup de faux semblants aussi. Voilà. Et c'est vrai que, surtout moi, qui voulais absolument monter une boîte, ça m'en a complètement en fait dégoûté. Ouais. Et du coup, c'est vrai que maintenant, ça a pris complètement une autre dimension. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce... Vous êtes des artistes. Et ce mal-être, il naît d'où? C'est trop personnel comme... Non. On peut parler cash, hein. Ouais. De toute façon, on a dit, on met les pieds dans le plat. Ouais, voilà. Allez. S'il faut faire avancer la cause. Alors, le malaise, le malaise, je pense que déjà, l'adolescence, à ce moment-là, on est très instable, hormonalement, c'est compliqué. C'est les premiers émois amoureux, on découvre, est-ce qu'on a une place dans le monde? On quitte, on se sépare du cocon familial et on arrive un peu, avec les copains, les copines, les réseaux autour, comment ça se passe. Donc je pense qu'effectivement, le malaise, il est venu de ma sexualité déjà.
Et surtout, voilà, un problème vraiment important de relationnel. Comment je suis au monde. Très vite, je me rends compte que je n'arrive pas à fonctionner aussi simplement que la plupart des gens qui m'entourent. C'est pas la même chanson, c'est un peu plus compliqué. Et puis la relation, effectivement, la sexualité, qui peut poser un gros problème. C'est quoi du coup aujourd'hui, comment ça évolue ton rapport justement à la vie, à la société, Eh ben, en fait, ça n'a fait que confirmer. C'est bien ça le problème. Non, c'est... voilà, disons qu'après, on élabore des stratégies. On peut élaborer des stratégies, alors soit elles sont frontales et destructrices, eh bien, ça peut être compliqué, effectivement, j'ai parlé un peu effectivement à un moment donné, oui, des tentatives de suicide, ouais. Tu n'y arrives pas, on n'arrive pas à être au monde, c'est compliqué, on se sent rejeté ou pas compris, toujours en décalage, toujours décalé, même si j'avais des amis très proches, même si j'avais des relations extraordinaires et même parfois fusionnelles, mais oui, il y avait toujours ce problème de je ne comprends pas le monde vraiment. Se sentir étranger voilà. Face au monde. Voilà. Et c'est-à-dire, en fait, je peux comprendre le monde, mais je ne comprends pas comment la plupart réagissent à ce monde. Donc forcément, je me mettais en péril psychologique, on va dire, puisque je m'exclus. Et puis la problématique sexuelle aussi. C'est-à-dire le fait d'être seul, de ne pas rencontrer, que c'est compliqué. Il y a aussi pas mal, on a intégré des interdits. Donc, il faut qu'on passe plein d'interdits pour pouvoir vivre une sexualité épanouie. Voilà, les normes, les parents, la famille, la société. Donc tout ça, c'est des choses, ce qu'on appelle maintenant le coming out ou les sorties de placard. Ça fait bien rire d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui, à titre personnel et individuel, est une guerre. On n'est pas... on sait que ça va être compliqué, que pour trouver quelqu'un, pour rencontrer une personne, qui ça peut le faire, en pourcentage, c'est compliqué. Parce que le monde est fait pour et par l'hétérosexualité, et quand tu te retrouves, toi, à te dire j'ai pas la même sexualité, forcément, tu es dans une niche, tu vas avoir moins de monde, c'est plus compliqué, et donc tu peux souffrir beaucoup plus et beaucoup plus vite de solitude et d'isolement. Et c'est ça qui peut, en plus de problématiques sur la réflexion de la société qui peuvent venir très tôt, tu te dis, j'ai en plus ça à régler, donc là je vais vraiment faire un chemin de solitude. Donc, très vite, gamin, moi ça a été un peu tardif, je savais ma sexualité, je la connaissais, mais très vite tu te dis, ouais, ça va pas être simple, je vais marcher tout seul quand même. Je vais quand même marcher tout seul, même si les communautés, etc., ce chemin, il est personnel et tu ne le fais que tout seul. Et du coup, c'est ça que tu as voulu vraiment exprimer à travers ton art, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, en fait, dans ta vie, et puis même à l'époque, quand tu as commencé à vraiment pratiquer ton art? J'étais très intéressé. Alors, j'ai fait très vite des séances chez le psy. D'accord, ouais. Donc ça, c'est quelque chose aussi... Alors, ça m'a peut-être aidé parce que ça a été rapide. Ça a été très vite. Là, j'ai eu des parents très réactifs, pour le coup, qui ont compris que j'étais en malaise et qui n'ont pas hésité à faire appel à une thérapeute. Ça aussi, ça peut être un frein pour des familles, pour des gamins. Ils se disent, je ne suis pas fou. Mais on n'est pas fou parce qu'on va voir un psy ou un thérapeute. Non mais c'est encore des images qu'il faut véhiculer. Voilà. Ouais, c'est quand même un préjugé c'est encore un préjugé dans la société, c'est un préjugé qui est quand même assez fort encore. Très fort. Il se trouve que moi je l'avais pas. Et puis comme de toute façon je perdais au fur et à mesure tous mes préjugés, parce qu'on a tous des préjugés. On vit tous. Et après notre chemin, c'est de les casser, c'est de les briser, c'est de trouver sa propre voie. Donc très vite j'ai effectivement rencontré des thérapeutes qui m'ont aidé. Et puis donc le dessin, et notamment via la mythologie. Donc je suis vraiment passionné de mythologie grecque, et notamment aussi dans la psychothérapie par tout ce qui est jungien.
Et donc, tous les ésotérismes, même l'aspect religieux pouvait m'intéresser aussi, parce que c'est pas de la religion dans le terme où je vais croire à la religion, mais j'aime beaucoup les symboles. J'aime beaucoup tout ce qui est décrypté, comprendre. Pourquoi cette forme-là? Pourquoi cette couleur? Pourquoi on utilise tel personnage pour symboliser un concept ou une idée? Donc très vite ça m'a intéressé et je me suis dit dans le dessin, en travaillant, en excrétant comme ça très instinctivement mes images, j'allais avoir en face de moi quelque part les idées qui étaient en moi et que j'arrivais pas forcément à comprendre. Et c'est toujours un peu le cas, je dois dire, c'est toujours un peu le cas. Mais du coup, il y a quand même, même si c'est des choses qui sont très personnelles, il y a quand même quelques artistes qui t'inspirent, ou même si à l'époque tu n'étais pas forcément intéressé par là, il y a quand même quelques références, ou c'est vraiment après... en fait, j'aimais bien, j'avais la chance, bon, il y avait des études, mais j'ai fait de l'orgue, j'ai fait de l'orgue d'église, du piano, enfin tu vois, j'avais une éducation artistique aussi. Donc oui, il y avait des artistes, en fait tous les Viennois déjà me plaisaient beaucoup. Ils me parlaient en fait de travail sur la femme, me parlaient beaucoup. Globalement, la partie Art Nouveau, de Moucha à Klimt, à Schiele, et puis côté architecture, il y avait Macintosh aussi, au Royaume-Uni, des choses comme ça qui pouvaient me parler, que j'adorais. Carlos Schwabe aussi, qui est un dessinateur suisse, un peintre dessinateur suisse qui a beaucoup travaillé dans le symbolisme. Torop, voilà, bon, c'est vraiment toute cette période-là, on va dire de 1900 à 1930, qui m'a vraiment formé en fait. Et c'est vrai qu'au début, mes tout premiers dessins, mes premiers tableaux, en fait, c'est pas que je copiais, mais comme c'était les seules images que j'avais, forcément, j'étais complètement dans la veine Schiele, Klimt, etc. Ouais, puis ouais, ça permet de comprendre comment ça a été fait. Oui, voilà. Et te dire, j'ai jamais pris de cours, mais ça, je vais arriver à le faire tout seul. Et ça, ça fait un objectif, et tu dis, je vais y arriver. À un moment donné, je vais arriver à comprendre comment le pinceau, quelle couleur, quel trait. Et je trouve que ce chemin, alors effectivement, c'est un chemin encore une fois solitaire. Et puis c'est après que une fois que tu as compris, tu peux mettre vraiment toi ce que tu ressens. Voilà, et après tu peux passer l'étape. Ce que je trouve intéressant dans ta pratique, c'est que tu disais tout à l'heure que tu voulais pas être enfermé dans un milieu. Finalement, on retrouve aussi cet esprit dans ton art, parce que tu as touché à plein de choses, tu as fait du dessin, de la peinture, même de la broderie. Aujourd'hui, tu travailles la 3D. Dès le départ, tu savais que tu allais expérimenter plein de choses, ou ça s'est fait en fait au fil du temps? Alors, c'est très drôle parce que au début, les premiers dessins, parce que c'était vraiment du dessin à la mine de plomb, donc noir sur un Bristol très lisse. En plus, j'avais vraiment ça, je ne sais pas pourquoi, de travailler sur un Bristol très très lisse avec de la mine de plomb. Donc c'était une phase, je voulais pas travailler sur le canson granuleux, non, il fallait que ça soit vraiment presque presque une feuille de plastique, quoi. Mes parents, après, ils voyaient bien que je faisais ça, et j'en faisais beaucoup. Et je leur disais, jamais je mettrai de couleur, moi je travaillais que le noir et blanc, etc. Après, voilà, j'ai mis beaucoup de couleurs, comme quoi, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de couleur. Je ne restreins de rien. Déjà dans la vie, on se retient de beaucoup de choses. Parce qu'on doit être social, il faut respecter les codes, etc. Ouais, correspondre à des normes, des choses comme ça. On a un travail, il faut écouter son patron, machin, tout ça. Bref. Donc je me dis, s'il y a bien un endroit où il ne faut pas se restreindre, c'est quand même bien quand tu crées quelque chose. Et pour toi-même. En plus, je ne faisais pas de commandes, je ne travaillais pas en galerie. Donc ça aussi, c'était une chance, parce que finalement, je faisais mes œuvres pour moi-même, et je ne pensais même pas les vendre. C'était même pas le but. C'est-à-dire, moi, c'était vraiment créer l'univers que j'avais vu dans ce rêve, et petit à petit, le rendre réel. Donc, il y avait les dessins, il y a eu la peinture, puis les sculptures. Déjà, la peinture, il y a eu du volume avec les incrustations de perles. Après, il y a eu le projet d'astrologie avec la haute couture. Donc
ça aussi, ça m'a propulsé dans un univers que je connaissais pas du tout. J'ai appris à broder. Voilà, donc il y a eu plein d'expérimentations. En fait, je dois avoir gardé mon âme de chercheur scientifique. Oui, mais c'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu sais, que tu passes du noir et blanc de la couleur et d'un support à un autre, en fait, c'est aussi un témoignage à un instant T. Oui. J'ai voulu faire ça pour exprimer telle chose, et après, mais effectivement, c'est pas quelque chose que tu dis, bon, voilà, au début, j'ai dit de faire ça, il faut pendant 40 ans que je fasse la même chose. Quoi. Non. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir dans quelque chose, alors qu'en fait, non. Ouais, mais c'est la société qui fait un peu ça. Tu peux tout à fait. On dit à la société, il faut rentrer dans telle case, et puis une fois que tu y es, ça fait partie de ton identité, et puis tu. Et puis surtout, la monnaie. Oui, aussi. C'est-à-dire qu'un artiste, eh ben oui, Ouais, c'est ça. c'est toujours, on en parlait la dernière fois, mais c'est-à-dire que la différence me concernant, c'est que, on va dire que je n'ai pas besoin que mon art me fasse vivre. J'ai un travail à côté, donc j'ai mon petit salaire, je paye mon électricité, mon abonnement, machin, ceci, cela, comme tout le monde. Le problème d'une création, qu'elle soit artistique, musicale, etc., et si on veut vraiment devenir un artiste reconnu et que ça nous rapporte et que ça nous fasse vivre, le danger, c'est de se trouver enfermé dans un style qui a plu. On va arriver, on fait quelque chose, on crée un univers, on crée une série de tableaux, un album de musique, et puis là, wow, super, ça marche, j'ai plein d'argent, j'ai des disques d'or ou des prix ou des ceci et des cela. Et en tant qu'être humain, tu te dis, donc ce que j'ai fait là plaît au plus grand nombre, donc si je veux continuer à vivre de mon art, il faut que je continue un peu à faire ça. Parce que si tu changes radicalement de style ou de voix, tu peux te couper complètement d'un public. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on le voit ce qui se passe actuellement, de toute façon, où, à mon sens, il y a vraiment une perte de la création artistique, puisque maintenant on va à l'intérêt. C'est-à-dire on va créer des choses pour que ça plaise à un maximum de personnes, pour qu'elles puissent acheter quelque support que ce soit. Et donc, où est la création ex nihilo? Où est un peu la rupture? Où est l'idée qui va déranger, qui va émerger? Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que tu prends le milieu musical, il y a des styles de musique qui sont très populaires où en fait c'est des managers qui font des études de marché pour savoir ce qui plaît à la population, et ils trouvent après l'artiste, la voix qui colle pour pouvoir vendre le plus. C'est préfabriqué. Et c'est vrai que là, tu te poses la question de la place de la création, voilà. et la place de l'enrichissement intellectuel. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Franchement, enfin après ça c'est peut-être un petit peu radical, mais effectivement dès l'instant où qu'est-ce que veut dire l'artiste, il faut toujours revenir à ça, de quoi il nous parle. Ça peut être une souffrance personnelle, ça peut être un combat politique, social, peu importe, hein. Mais et moi je suis surpris de voir maintenant des petites stars, quoi. En fait ils veulent être connus, ils veulent être reconnus, mais quel est le fond? Quel est le fond du propos? Qu'est-ce que tu as à dire en tant qu'artiste? Ça devient le but premier. Quel est le but? Ça devient le but premier, voilà. D'être connu. Voilà. Et maintenant le but c'est ça, c'est juste d'être connu et d'être reconnu. Donc ça c'est vraiment un grave problème. D'autant plus que actuellement notre société fonctionne par rapport à ça. Il faut être vu. Et même en plus maintenant, un peu problème des réseaux sociaux, on est en plein dedans. Comment on est censuré ou pas, comment on peut communiquer ou pas. Moi je vois avec certaines de mes œuvres, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes puisque je ne me retiens pas. Je n'ai aucune... et comme je n'ai pas dans l'optique d'exposer obligatoirement, je fais l'objet, on va dire, qui me plaît au moment où j'ai envie de le faire et ça me plaît de le faire. Et effectivement, quand vient le moment d'une exposition, est-ce qu'on expose un tableau d'un démon avec un sexe qui fait 1 mètre de long, ou est-ce qu'on expose une tête de gorgone avec à la place des serpents des phallus, avec des épées qui sortent de la bouche? Enfin voilà. Comment on fait? Donc moi je faisais ces œuvres et
sans le but de choquer, même pas. C'est ce que j'avais dans la tête, je l'ai sorti, je l'ai fabriqué. Ça fait partie de mon univers. J'ai eu affaire à quelques difficultés à des expositions, et même des fois sur des aspects même religieux et symboliques. Moi, je sais qu'à Collioure, notamment, au Fort Royal de Collioure, j'avais fait une exposition, et à l'époque, je travaillais beaucoup dans les symboles religieux. Et je m'amusais, alors c'était pas du tout sexuel, mais je réinterprétais certains symboles religieux que je mettais dans mes tableaux. Et certaines personnes l'avaient vu. La grande majorité ne faisait pas forcément attention, parce que c'est des images, c'est des formes, c'est des symboles, sauf qu'il y a des personnes qui l'avaient vu, qui l'avaient très très mal pris, et qui voulaient abîmer le tableau. Et donc ils avaient dû mettre un gardien à côté de moi. J'étais quelque part, alors moi on m'a dit oui, il y a un tableau qui pose un problème, et c'était même pas celui que je pensais en plus. C'était un autre où j'avais en fait fait un mix entre, j'avais beaucoup lu l'Apocalypse selon Saint Jean, qui est vraiment, pour moi, alors c'est un film, je comprends pas pourquoi personne n'a encore fait un film de ça, mais quand tu lis le truc, mais c'est même la guerre des étoiles à côté, c'est rien quoi. Et donc j'avais repéré des personnages dans cet Apocalypse, et je les avais un peu mixés avec les grands personnages, Marie, Jésus, et donc des personnes avaient vu une sorte d'inversion symbolique terrible, et ça leur avait pas plu. Mais moi justement je voulais travailler sur le pont, pourquoi il y avait c'était similaire. Il y avait le haut et le bas, mais... C'est que quelque chose que tu as dit tout à l'heure, on le retrouve un peu chez nous, c'est que la société, tu as l'impression qu'aujourd'hui la réussite dépend de l'argent que tu gagnes, de ta célébrité, et que quand nous on a commencé Since Nothing, on sait qu'on sortait d'un projet entrepreneurial, donc on sait qu'on associe beaucoup à projet entrepreneurial, à chiffre d'affaires, tout ça. Et qu'on avait expliqué nous notre projet, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais mais du coup vous n'avez pas gagné de truc avec ça. J'ai l'impression qu'ils avaient du mal avec notre réponse où on disait ouais mais c'est pas aussi c'est pas le but premier. Mais oui, tu vois vraiment quand tu dis justement, pareil quoi, pour mon travail artistique, j'aurais pu, c'est vrai à un moment donné, faire quelque chose de plus commercial. Avec les produits dérivés, des choses comme ça. Et quand tu dis en face aux personnes, non, mais si je vends, tant mieux, c'est cadeau, c'est un cadeau. Il y a un rapport avec la personne qui va acheter cette œuvre que j'ai faite, parce qu'elle veut dire quelque chose. Donc je donne un petit peu de mon passé, de moi-même, du malaise de l'époque, ou de l'exaltation de l'époque. Donc la personne va acheter l'objet. Et donc ça va me donner de l'argent à un moment donné. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Quand je suis arrivé à Annecy, j'avais fait une grosse expo, j'ai vendu énormément, ça m'a aidé pour acheter un appartement. Mais c'était des choses que je faisais, et que je ne faisais pas pour vendre. Il se trouve que je les ai vendus, et que ça m'a aidé. C'est une conséquence c'est une conséquence, voilà. Mais je n'ai pas forcément, et je n'ai pas pour autant continué à faire ce style-là, pour continuer à avoir de l'argent. À un moment donné, non. C'est fini, cette période-là était finie, j'en suis passé à une autre. T'es du coup en train de te considérer comme artiste? Parce que beaucoup, j'ai l'impression, ils croient que pour être artiste, il faut attendre que des pairs ou des gens influents dans le milieu te désignent comme étant artiste. Ouais. Toi, t'as pas du tout, pas du tout préoccupé de ça? Non, pas du tout. Donc alors, légalement, est-ce que je suis un artiste? C'est compliqué. Enfin, au niveau de la reconnaissance sociale, on va dire. Je n'ai pas fait d'école d'art. J'ai fait quelques expositions, j'ai eu la chance de faire quelques événements, notamment avec la Fête du Lac, où j'ai travaillé pour la Fête du Lac en créant un personnage qui était projeté sur les jets d'eau. Ouais. J'ai gagné un prix à New York, j'avais fait une expo par hasard à New York. Voilà, j'avais envoyé mon tableau, j'ai eu un prix. Mais je n'ai pas de reconnaissance de père artistique, je n'ai pas de maître, en tout cas vivant. Ceux que j'aimais, c'était dans les années 30. Alors, on va dire officiellement, légalement, socialement, je ne peux pas me considérer comme un artiste puisque je n'ai pas de reconnaissance, je n'ai pas validé mon parcours par un diplôme ou autre chose.
En revanche, je me définirais peut-être plus comme un artisan et peut-être plus comme un poète. C'est une vision du monde. Je ne vais pas dire un artiste il va faire un ensemble de choses, une œuvre conséquente, peut-être cohérente. Mais moi, j'ai pas. C'est pas mon plan. C'est pas mon plan de vie. Oui, il y a une définition de l'art que j'aime bien. Et en fait, c'est moi que j'avais eu pendant mes études de graphisme. Mais où là, en fait, c'était de pouvoir créer quelque chose, n'importe de quelle forme. En fait, ça peut être de l'écriture ou de la musique, n'importe quelle forme. Mais qui, ils appelaient une œuvre de l'esprit, en fait. Oui. Et le but, c'était vraiment, mais même sans vouloir exprimer quelque chose de compliqué, mais au moins d'avoir cette intention-là de faire passer un message, et quel qu'il soit, ça peut être juste un message vraiment personnel ou quelque chose qui va toucher un peu grand nombre, mais c'est ce côté-là, c'est pas chercher. Il y a beaucoup qui confondent l'art en fait aussi avec je fais quelque chose de beau ou de très technique qui va prendre beaucoup de temps. Mais en oubliant ce côté d'expression. Le sens. Et en fait, on le trouve beaucoup en photo. Maintenant, quand tu vas sur Instagram, c'est des belles photos, en fait, t'en vois tout le temps, mais c'est vrai qu'après, là, il va y avoir la différence entre celle qui va exprimer vraiment quelque chose, que l'auteur a voulu exprimer, puis celle où elle est juste esthétique. En plus, maintenant, avec les filtres qui t'aplatissent tout, selon une norme de goût particulier en plus, parce que ça va changer. C'est ça, ça change. Parce qu'en plus, c'est que le photographe, il peut quand même au moins faire l'effort sur Photoshop et de la retravailler, mais en cherchant lui ce qu'il veut exprimer. Qu'est-ce qu'il veut exprimer ? On revient toujours effectivement, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai, l'œuvre de l'esprit, c'est bien. C'est vraiment ça. C'est une idée qui va se concrétiser dans une matière, quelle qu'elle soit. Maintenant, et puis après, pareil, il y a cette nuance entre artisan et artiste. L'artisan, lui, il a la technique. Il a la parfaite maîtrise de la technique et des matériaux, c'est son travail. Et l'artiste, à la limite, lui, il se jette un peu corps perdu dans la matière sans peut-être trop savoir quoi faire au moment où il doit le faire. Mais on en revient toujours. Un artisan peut parfaitement, et j'en connais plein, qui sont doués incroyablement et qui donc sont dans des petites entreprises à faire leur artisanat, notamment dans des menuisiers, etc. Et qui chez eux font de la création pure. Parce qu'ils ont la connaissance, ils ont cette technique. Donc ils ont les moyens d'exprimer, de faire une œuvre de l'esprit. Ce travail-là qui reste. C'est intéressant, c'est qu'aussi l'un et l'autre peuvent s'enrichir. Oui. C'est vrai que j'aime bien aussi l'idée derrière l'art conceptuel où finalement l'idée prédomine sur la réalisation plastique. Oui. Et là, c'est là que tu te rends vraiment compte que c'est pas le. En fait, il faut pas savoir forcément. Faire de la peinture ou quoi que ce soit pour se dire je suis artiste. Oui, effectivement. Une installation, c'est éphémère, c'est dans l'espace, c'est pas statique, on ne sait pas. Et en fait, c'est une œuvre encore une fois de l'esprit et tu donnes un sens. Même au vide, il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, cet artiste qui avait exposé une pièce vide. Alors oui, des fois c'est un peu, on va dire, mais quelque part il exprimait le vide. Mais c'est sa façon d'exprimer. J'ai un copain qui était danseur et lui, à un moment donné, il avait travaillé sur la non-danse. Il restait immobile pendant 15 minutes sur une scène. Tu sais que rester immobile 15 minutes sur une scène, c'est compliqué. C'est compliqué et il faut que tu fasses front à un public qui ne comprend pas ce qui se passe. Là, c'était une belle mise en abîme. J'étais là ce jour-là et effectivement, début stupeur, silence, et puis d'un coup ça monte. Qu'est-ce qui se passe, n'importe quoi, machin, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il bouge pas, il est malade. Et puis 15 minutes, c'est long. C'est très long, et lui ne bougeait pas. J'adore aussi la référence avec Saïton Lee, qui est américain. Avec surtout l'histoire de la toile blanche. Oui. Parce que lui, en fait, c'était un triptyque sur fer qu'il avait fait. Et c'est que là, en fait, c'est qu'on a la référence de l'artiste et de l'auteur de l'œuvre, c'est qu'on voit toute la différence entre effectivement, il y a une toile blanche que tu peux acheter comme ça, et puis lui, il y a cette toile blanche à lui, mais derrière ce qu'il veut exprimer. Avec tout ce que ça exprime. Mais je trouve que ça fait vraiment la différence entre sa toile blanche et une autre toile blanche, que sur cette toile blanche, c'est là-dessus qu'il aura mis son idée. En fait. Qu'il aura quelque part, elle est imprimée.
Alors que c'est ceux ça. qui disent ouais, il y a juste besoin de prendre la toile blanche et ça fait la même chose, non, parce qu'en fait sur celle-là, Bah il n'y aura pas eu une. Et ça ne peut exister qu'une fois. Voilà, Je ouais, n'est pas c'est vrai, reproductible. ouais. C'est ça aussi la chose. C'est-à-dire que, et je peux comprendre, des fois, je travaille dans un musée avec des œuvres d'art contemporain qui sont souvent très décriées. Et c'est souvent déjà une mésinterprétation et une incompréhension de ce à quoi les gens sont peut-être confrontés. Mais dès l'instant où on leur explique, ah ok, je comprends. Alors ils vont dire, j'aime pas, j'aime toujours pas, mais au moins je comprends. Et ça, déjà, c'est énorme. Et il faut peut-être même mieux comprendre que simplement aimer. Là, je trouve que c'est souvent, on est très dans cette émotion, il faut que j'aime quelque chose, il faut que j'apprécie cette œuvre ou machin. Tu n'as pas besoin de l'apprécier, des fois, il faut juste la comprendre, elle peut te heurter, elle peut te rendre très mal à l'aise, elle peut te renverser, elle peut t'angoisser, et on n'est pas dans le cadre de j'apprécie ou j'aime, je like. Non, des fois, mais il faut comprendre. Il faut toujours essayer de comprendre. Mais je trouve que c'est là aussi que ça prend. Parce que des fois, ça peut engendrer aussi de la frustration de certaines personnes où ils se disent ah ouais, en fait, c'est tout qu'on va faire. Mais j'aurais pu le faire. Et c'est là que je trouve que ça montre vraiment que l'art aussi, c'est un vrai travail intellectuel, quoi. Ah oui. Où c'est pas juste, comme beaucoup pensent, juste un travail plastique. C'est qu'en fait, avoir l'idée, c'est le plus gros du travail, en fait. Mais tu sais, ça me fait penser, là j'ai vu une émission récemment sur Lascaux, mais c'est que très récemment, ils ont compris que c'était un film. Et qu'en fait, tous les dessins des bisons qui courent, parce que je sais pas si c'était des bisons à l'époque, et en vrai, ils ont, quand tu mets les mêmes images les unes sur les autres, il se met en mouvement. Et que les animaux petits, ils se trouvent entre les animaux plus gros, mais c'est qu'ils sont plus loin, donc ils avaient déjà, et donc ils avaient l'intention de faire un film. C'est ça qui est incroyable. Tu te dis, mais en gros, ils ont fait un film. Ils ont mis ils ont mis tous les dessins, les 24 images par seconde, et j'ai trouvé ça génial de me dire, putain, mais il a fallu des milliers d'années pour que nous, on arrive à comprendre que la personne qui avait fait ça, en fait, elle voulait faire un film. Mais tu vois, même en termes techniques, ils se sont dit bon, nous on n'a pas de caméra, c'est pas grave. Bah oui, on va mais se débrouiller autrement. ils avaient capté image par image, quoi. C'est incroyable, ça m'a vraiment fait. Mais ils auraient pu laisser un texte explicatif Et voilà, à l'entrée de la galerie. C'est vrai, il n'y avait pas le cartel, je vais me plaindre au conservateur. Et quand tu reprends ton parcours d'artiste, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Alors c'est une bonne question. Déjà, je crois pas que j'ai un sentiment de fierté, Ouais. où que ce soit, pour quoi que ce soit. Non, par rapport aux œuvres, la seule fierté que je peux avoir, c'est à un moment donné, quand je finis une œuvre, je veux dire, ça ressemble à vraiment ce que j'avais à la. Je suis content, je suis heureux d'avoir pu, quand même, malgré des fois des techniques compliquées, et des fois je savais pas trop comment y arriver, et ça s'est quand même fait. Donc ça, je suis vraiment très heureux. Fierté, ouais, je sais pas si c'est le terme, je pense pas que j'ai de la fierté. Ouais, Non, c'est pas trop mon truc. mais je trouve ça aussi intéressant parce que quand on regarde un peu ton parcours, c'est que tu as exposé à Shanghai, New York, Paris, et en fait dans une société qui est quand même assez matérialiste, où il faut montrer aussi, beaucoup de gens pourraient croire, ouais, c'est peut-être ça sa fierté, mais en fait. Alors pas du tout. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Non. En plus, c'était des hasards de rencontres et de moments où je me suis dit, bon, tiens, j'ai une opportunité d'exposition, d'exposer à New York, à Shanghai, mais c'était des hasards. Et j'en ai pas dit. Non, franchement, si je te dis une petite. Alors, si. En y repensant. Alors, ça n'a rien à voir avec les expositions internationales. C'est à ma toute première exposition que j'ai fait à Bagnères à Annecy. Ouais. J'avais encadré mes tableaux, j'avais fait connaissance vraiment les choses comme il faut. Et je me rappelle, c'était une association à l'époque qui permettait aux jeunes, aux artistes, aux jeunes qui commençaient d'exposer. Et un jour je faisais une permanence, et il y a une dame qui rentre. Et cette dame, elle est rentrée vraiment un peu comme ça, elle a regardé quelques tableaux, et c'est l'association, ils avaient fait une affiche.
Et elle était vraiment amoureuse de l'affiche. Et elle rentre et elle me dit, oh là là, est-ce que je peux vous acheter une affiche et tout. Puis je dis, bah non, je vous l'offre. Voilà. Et puis j'avais fait des photos à l'époque de certains tableaux. Et elle était vraiment en face d'un tableau et j'avais la photo. Et elle me dit, je peux pas acheter le tableau parce que j'ai pas l'argent pour. Mais j'aimerais bien la grande photo que vous avez faite. Je lui ai offert. Ce qu'elle m'a dit, voilà, je ne vais pas vous le cacher, c'est pour envoyer à mon mari qui est en prison. Et en fait, je sais qu'il va aimer cette image et ça va être sa fenêtre dans sa cellule. Et j'ai eu un mot. De la personne. Il m'a dit, bah j'ai votre tableau, enfin j'ai votre photo, j'ai cette photo de tableau et ma femme me connaît bien et elle sait que ça me permet de m'évader de ma cellule. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais s'il y a bien une chose, je me dis, à la limite, peut-être, c'est d'avoir apaisé, à un moment donné, ce gars qui était en prison. Des choses affreuses, hein, j'en sais rien, mais au moins, il avait une fenêtre. Et c'était un de mes tableaux. Enfin, en tout cas, une photo, une image que j'avais faite. Ben ouais, à la limite, là, ça m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, ça se trouve, ma présence sur Terre, c'était juste pour ça. C'est la chose que j'ai pensé. Ouais, c'est-à-dire, c'était peut-être juste d'avoir créé cette image, que la dame arrive et qu'elle envoie son mari pour apaiser, peut-être, elle dit, je suis sûr que ça va l'apaiser, ça va lui faire du bien. J'espère que ça a été le cas, enfin, je pense, ce qu'il m'a écrit. Et donc voilà, ça a été, peut-être, voilà, c'est le seul, alors on peut pas dire fierté, mais, non, mais un beau cadeau. Ouais, c'est une belle... je me dis, tiens, ça... Tu vois, ça sert pas qu'à moi, ça sert pas qu'à exprimer mon modèle. C'est peut-être quand même un des plus beaux c'est cadeaux pour un artiste, de savoir que son travail peut parler aussi à d'autres et peut appeler. Leur apporter du réconfort. Moi j'ai connu deux fois ça dans mon cours passé de graphiste où effectivement il y a eu deux affiches où il y a des gens qui ont demandé à pouvoir les récupérer pour eux. Et c'est que c'est pas seulement une fierté, c'est plus ça fait plaisir ce qu'on dit, effectivement, ça véhicule quelque chose et puis eux ça leur parle aussi et ils ont envie de l'avoir proche d'eux. Et du coup tu te retrouves en face, c'est presque une relation amoureuse, c'est-à-dire que du coup tu te dis, il y a ça qui va nous lier finalement, c'est-à-dire que toi tu as créé ça. C'est une petite part de toi qui est donnée et qui te montre une part d'eux-mêmes en disant, mais ça pour moi je le veux. Puis, ça me parle à moi, quoi, enfin, personnellement. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est mais de manière, et puis manière savoir que c'est des choses qui marquent. Parce que c'est pas quelque chose non plus qui arrive souvent. Tu vois, non, c'est pas souvent. Et de manière, quand un visiteur se retrouve face à une œuvre et que ça le marque émotionnellement, de manière, c'est comme un coup de foudre. C'est ça, voilà, c'est un coup de foudre. Ouais, c'est clair. Je veux dire, t'es attiré par naturellement, ça te fait ressentir les émotions. Merci Maximilien merci à vous deux. Pour cet échange riche. Un grand plaisir. Et puis qui marquera le premier épisode de notre podcast. Le grand chemin. Merci. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Live for You, en espérant que celui-ci t'ait plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur liveforyou.fr. Pour me contacter afin de me proposer des invités ou te proposer comme invité ou tout simplement me faire un retour, tu peux faire tout cela via la page contact du site liveforyou.fr ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Since Nothing en tapant since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Pour aider au référencement du podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les plateformes les plus influentes dans le monde du podcasting, ou partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.